Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de faire spontanément une observation. C'est d'abord de remercier le président de la Cour suprême pour cet honneur qu'il me fait en m'invitant dans cette salle ô combien prestigieuse et de un repas de votre qualité. En m'invitant ici, Monsieur le Président, vous avez honoré non seulement le doyen de la faculté de droit de Parakou, mais aussi et désormais le vice-président du Comité international des pénalistes francophones élu récemment en Polynésie par le soutien oxygène de la France. Merci, merci. Merci beaucoup. La présidence étant assurée par un professeur canadien. Merci beaucoup. Et la seconde observation que je fais instamment, c'est d'avoir ramené Badinter sur les terres africaines, notamment béninoises. Et comme l'a dit un éminent orateur ce matin, il existe non pas seulement en Badinter un petit Zola qui sommeille en lui et qui ne choisit pas toujours M. Badinter pour défendre les nobles causes, notamment l'abolition de la peine de mort, entrée dans la Constitution française en 2008 à travers la réforme constitutionnelle. Je tiens à vous rendre également cet hommage. Et enfin, Madame la conseillère référendaire, le sujet qu'on me demande d'assurer la modération, c'est la peine de mort dans le droit contemporain, enjeu juridique. Et nous savons qu'il existe pathologiquement deux tendances pour ou contre la peine de mort. Et c'est vrai que de façon audacieuse et avec toute la verve reconnue, Badinter a opté pour l'abolition de la peine de mort. Mais ce fait que contemporainement, dans les politiques criminelles, les politiques pénales d'aujourd'hui, qu'on soit pour ou contre pour des raisons, des questions de droits de l'homme ou des questions d'ordre éthique, ou quand on lit également Renaud Florio dans son ouvrage, puisque j'ai fait ma thèse sur les erreurs judiciaires en matière criminelle, l'homme le plus honnête, le plus respecté peut être un jour victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, bon professeur. Peu importe quelle fatalité pourrait un jour vous faire passer pour un malhonnête homme, voire un criminel. Cette fatalité existe, elle porte un nom, l'erreur judiciaire, un auteur, la justice, une victime, la société. Tout alors le débat sur la contemporanéité de l'œuvre de Badinter aujourd'hui, avec cette troisième tendance qui pense qu'il faut aller vers une peine de mort, retenir la peine de mort atténuée, notamment dans les tests, retenir la peine de mort, mais dans l'application, mettre un moratoire sur l'application. Et lorsqu'on voit l'évolution récente de cette question au Congo, en RDC, avec le ministre Moutoumba, sur les colonats au Congo, où le moratoire avait été mis sur la peine de mort, résurgence de la peine de mort pour pouvoir lutter contre la récidive pour ceux qui pensent qu'il faut rétablir la peine de mort, je crois que ce sont des questions contemporaines qui nous interpellent et je ne doute point de votre capacité pour tenir avec la verve et l'intelligence intellectuelle qu'on vous reconnaît sur ce sujet. Donc, Madame Maud Fouquet est conseillère référendaire à la Cour de cassation de France, chargée de mission droit pénal au cabinet du premier président de la Cour de cassation de France. Et je peux vous rassurer que quand on lit l'article 34 de la loi 4 de 2018-16 du 28 décembre 2018, la peine de mort ne figure plus dans la nomenclature pénale du Bénin parce que le Bénin a ratifié le protocole facultatif relatif au pacte civil et politique. Donc, je vous laisse alors entretenir le plus sur cette contemporanéité. Je vous remercie. C'est un grand honneur pour moi d'intervenir aujourd'hui ici à Porto Novo à l'occasion de cet hommage à Robert Badinter. Et je tiens tout particulièrement, Monsieur le Président de la Cour suprême, à vous remercier de m'avoir adressé cette invitation. Et je remercie également Monsieur le doyen Adamou d'avoir accepté de modérer cette communication. Le 17 septembre 1981, Robert Badinter, alors garde des Sceaux, déclarait à la tribune de l'Assemblée nationale: « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. » Cette déclaration solennelle marquait un tournant décisif dans l'histoire pénale française, consacrant l'abolition de la peine de mort comme un acte fondateur, à la fois juridique, politique et humaniste. Si la France semble avoir inscrit de manière irréversible cette avancée dans son ordre juridique, l'empreinte de la peine capitale persiste dans les textes, dans certaines décisions de justice, mais aussi dans les tensions éthiques que soulèvent les peines les plus sévères. À l'échelle mondiale, l'abolition progresse mais demeure inégale, exposée à des retours en arrière préoccupants et à des formes de contournement plus discrètes. C'est cet héritage vivant qu'il faut aujourd'hui interroger, non pour en dresser un bilan figé, mais pour comprendre comment l'idée même de justice pénale, héritée de l'abolition, continue de se transformer face aux défis contemporains du droit et des droits fondamentaux,
en France, puis à l'échelle internationale. En France, tout d'abord. L'abolition de la peine de mort en 1981 marque un tournant symbolique et normatif majeur dans l'histoire du droit pénal français. Revenons un instant sur les conditions de son adoption et sur les mécanismes juridiques qui ont permis d'en garantir la pérennité, avant d'examiner les contentieux encore portés, notamment devant la Cour de cassation, dont elle est à l'origine. Longtemps, les idées abolitionnistes se sont heurtées à une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale, malgré des figures marquantes comme Victor Hugo ou Jean Jaurès. Les tentatives d'abolition échouent jusqu'au XXe siècle. La dernière exécution en France, on l'a déjà dit tout à l'heure, date de 1977. À cette époque, la France est isolée en Europe, plusieurs pays voisins ayant déjà aboli la peine de mort. L'arrivée de François Mitterrand à la présidence et la nomination de Robert Badinter comme garde des Sceaux permettent d'inscrire l'abolition dans la loi du 9 octobre 1981, malgré cette opinion publique encore majoritairement défavorable. Cette loi fondatrice sur le plan éthique demeure pourtant vulnérable juridiquement, car uniquement de rang législatif ordinaire, donc théoriquement réversible. Conscients de cette fragilité, les pouvoirs publics inscrivent progressivement l'interdiction dans des normes supérieures. C'est la ratification du protocole numéro 6 à la CEDH en 1986, puis du protocole numéro 13 en 2008, l'adhésion au deuxième protocole au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à l'abolition de la peine de mort en 2008, et la création, bien évidemment, de l'article 66-1 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 février 2007. Cette dynamique n'est pas propre à la France. Le Bénin a également intégré l'interdiction dans sa constitution en 2019, après avoir ratifié les traités internationaux comme le deuxième protocole facultatif au pays DCP en 2012. L'interdiction est aussi consolidée en France par l'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, un éventuel rétablissement impliquerait la sortie de la CEDH et également de l'Union européenne. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ajoute que la peine capitale, même formellement prévue, est incompatible avec les standards du procès équitable dont nous parlions tout à l'heure. Mais le principe abolitionniste, ce n'est pas uniquement l'interdiction de la peine capitale. Comme nous allons le voir, la Cour de cassation demeure saisie de questions dans lesquelles l'interdit constitutionnel rencontre d'autres enjeux procéduraux. Deux exemples l'illustrent. La question de la réhabilitation posthume d'un condamné à mort exécuté, qui s'est posée très récemment devant la Cour de cassation, et plus particulièrement la chambre criminelle, et la question de l'extradition vers un État non abolitionniste. J'évoquerai tout d'abord cette question de l'impossible réhabilitation posthume des condamnés à mort exécutés, avec l'affaire Fesch. Jacques Fesch a été exécuté en 1957 à la suite d'une condamnation pour vol à main armée et assassinat. Son fils a demandé sa réhabilitation sur le fondement des articles 785 et 786 du Code de procédure pénale, ce qui s'est révélé totalement impossible puisque ces textes prévoient qu'un condamné, pour être réhabilité, doit démontrer des gages d'amendement pendant une période de mise à l'épreuve qui commence à partir de l'exécution de la peine. Comment quelqu'un qui a été lui-même exécuté pourrait-il démontrer des gages d'amendement pendant cette période de mise à l'épreuve? C'est pourquoi la Cour de cassation a transmis en 2019 une question prioritaire de constitutionnalité sur ces textes, en soulevant un possible problème d'égalité devant la loi, mais également une incompatibilité avec l'interdiction constitutionnelle de la peine de mort. Le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité de ces textes à la Constitution, mais fait, je crois, mais les spécialistes de droit constitutionnel me contrediront si je me trompe, fait assez rare, elle a invité le législateur à combler le vide juridique en indiquant qu'il restait libre d'instituer une procédure judiciaire propre à permettre aux ayants droit d'un condamné exécuté
de solliciter le rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'il aurait pu fournir. Et ce fut chose faite le 24 décembre 2020, puisqu'une loi a complété l'article 2 de la loi de 1981 permettant une requête symbolique en rétablissement de l'honneur du condamné exécuté. La Cour de cassation, plus précisément la chambre criminelle, qui est compétente pour statuer sur cette réhabilitation, a donc été saisie de celle de Jacques Fesch et fait notoire, elle a examiné cette affaire en formation plénière de chambre. Et cette audience a été filmée justement en application de la loi que fit voter Robert Badinter, loi sur les archives judiciaires. Et l'une des questions qui se posait était de savoir si le fait même qu'il ait été condamné à mort et exécuté devait conduire à réhabiliter Jacques Fesch, qui s'était ainsi vu appliquer une peine contraire à la dignité humaine et qu'il avait privé de toute possibilité de s'amender. Le 15 octobre 2024, la Cour de cassation a rendu sa décision et a précisé tout d'abord que cette procédure ne vise ni révision ni disculpation, mais une reconnaissance morale posthume. Après étude des travaux parlementaires, elle a considéré que le législateur n'a pas fait du rétablissement de l'honneur d'une personne condamnée à mort dont la peine a été exécutée une conséquence de plein droit de l'abolition de la peine de mort. Il l'a en effet subordonnée à l'existence de gages d'amendement relevant de l'appréciation du juge, mettant d'ailleurs le juge dans une situation qui n'est pas forcément évidente. Les critères restent stricts: conduite en détention, expression sincère de remords, réparation du préjudice. La démarche reste exceptionnelle et balisée. La Cour de cassation, en conséquence, a rejeté la demande de réhabilitation de Jacques Fesch, estimant ses gages d'amendement insuffisants. Le deuxième exemple que je souhaitais prendre était celle de l'extradition vers un État non abolitionniste. L'article 696-4 du Code de procédure pénale et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme fondent l'exigence d'un contrôle strict sur les risques de peine capitale dans le cadre de l'extradition. La jurisprudence a progressivement durci ces exigences. Et depuis un arrêt du 30 janvier 2024, la Cour de cassation impose désormais que l'État requérant fournisse une garantie individuelle, explicite, émanant d'une autorité compétente et susceptible de contrôle. Dans cette affaire qui a donné lieu à cet arrêt, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait admis l'extradition d'un auteur présumé d'homicide aggravé en se fondant sur le moratoire tunisien ininterrompu depuis plus de 30 ans et sur une simple note verbale indiquant qu'éventuellement la peine de mort ne serait pas exécutée. La Chambre criminelle a censuré cette décision, considérant qu'elle s'était fondée sur des garanties insuffisantes pour autoriser l'extradition. Ainsi, lorsqu'une peine capitale est légalement encourue, la Chambre de l'instruction doit s'assurer que l'État requérant prend l'engagement, dénué de toute ambiguïté, que cette peine ne sera pas appliquée à la personne réclamée. Un moratoire de fait, des engagements internationaux symboliques ne suffisent plus. L'engagement doit être individuel, écrit et émaner d'une autorité compétente et être susceptible de vérification consulaire. La vigilance de la Cour de cassation illustre la centralité de l'interdit de la peine capitale dans l'architecture juridique française. Mais cette protection nationale s'inscrit dans un contexte international plus large, où l'abolition progresse certes, mais non sans résistance. Le développement du principe abolitionniste sur la scène internationale traduit une dynamique encourageante, mais encore incomplète. Si l'on observe un élargissement continu du cercle des États renonçant à la peine de mort, cette évolution reste marquée par de fortes disparités d'application, des stratégies de contournement et des régressions ponctuelles. En 2025, 149 États sont abolitionnistes en droit ou en pratique, contre 49 rétentionnistes. Cette avancée repose sur des instruments internationaux tels que le deuxième protocole dont nous avons déjà parlé, des résolutions onusiennes récurrentes qui appellent à des moratoires, mais également des instruments à l'échelle régionale, la Convention européenne des droits de l'homme ou en Afrique,
Si la charte de Banjul n'interdit pas expressément la peine capitale, la Commission africaine a depuis 1999 adopté plusieurs résolutions en faveur d'un moratoire et la Cour africaine des droits de l'homme, dans l'arrêt Jeshi contre Tanzanie de 2021, a jugé la peine obligatoire contraire aux articles 4, droit à la vie, et 5, droit à la dignité. Les États membres examinent depuis 2024 un projet de protocole spécifique à l'abolition. Son adoption ancrerait clairement l'interdit dans l'architecture normative africaine. Comment ? 5 minutes, je me lève. Enfin, l'année 2025 a également été l'occasion de mettre en lumière un autre vecteur essentiel dans la progression abolitionniste, l'impulsion juridictionnelle. J'en donnerai 2 exemples. Au Zimbabwe, la procureure générale a souligné que l'abandon de cette peine résulte d'une évolution jurisprudentielle et culturelle de la justice postcoloniale, désormais fondée sur les principes de réconciliation et de dignité. Au Maroc, le moratoire repose sur le pouvoir discrétionnaire des juges et la requalification des chefs d'accusation. L'argumentaire abolitionniste s'appuie sur un socle argumentatif, désormais largement partagé. La peine de mort est tenue pour incompatible avec la dignité inhérente à la personne humaine, irréversible dans ses effets, fréquemment entachée, vous l'avez dit, monsieur le doyen, de discrimination systémique et dénuée d'effets dissuasifs avérés. Comme Robert Badinter a pu le dire mieux que personne lors de sa plaidoirie au procès de Patrick Henry en 1977, « Moi, je vous le dis, si vous le coupez en deux, cela ne dissuadera personne. » Cependant, ces acquis demeurent fragiles face aux tensions politiques ou aux stratégies sécuritaires qui réactivent parfois cette peine. L'extension de l'abolition ne garantit pas son irréversibilité. Des retours en arrière récents révèlent la vulnérabilité de cette avancée et appellent à une vigilance renforcée. Quelques exemples, vous en avez parlé, donc je ne vais pas y revenir. La République démocratique du Congo. En Chine, le 28 mai 2024, un dirigeant d'entreprise a été exécuté pour corruption. Cette décision contrevenant aux standards internationaux qui excluent les délits économiques du champ des crimes les plus graves. Et aux États-Unis, mardi dernier, un détenu a été exécuté en Floride. Il était le 26e depuis le début de l'année, le nombre d'exécutions le plus élevé depuis 2015. Ce nombre sera certainement dépassé, car 9 autres détenus attendent l'exécution de leur sentence. Aujourd'hui, la peine de mort est abolie dans 23 États sur 50 et 3 autres observent un moratoire. Ces cas illustrent une même faiblesse. L'abolition reste souvent dépendante d'engagements politiques ou de pratiques majoritaires, sans garantie juridique supérieure. Je terminerai mon propos avec un dernier point, montrant que même là où elle est consolidée, loin de clore le débat, l'abolition de la peine de mort a ouvert celui de la légitimité des peines de plus en plus lourdes, souvent adoptées à titre subsidiaire. L'enjeu devient alors celui de la dignité et de la proportionnalité dans les peines de substitution, comme la perpétuité réelle, qui appelle une nouvelle réflexion. Trouver une sanction aux crimes les plus graves, aux meurtres d'enfants, aux actes terroristes, est un défi pour nos sociétés. En France, la perpétuité incompressible a été introduite en 1994 et renforcée en 2020. Prévue avec une clause de réexamen au bout de 30 ans, cette procédure reste rare et peu transparente. Pourtant, la Cour européenne exige qu'une espérance réaliste de libération existe. Ce principe a été réaffirmé en 2013, puis réaffirmé en 2017, insistant sur la nécessité de critères clairs et d'un réexamen effectif. En France, l'opacité de la procédure nourrit les critiques. La question ne concerne pas que la durée, mais également la qualité de la détention et de la détention dont on a déjà parlé. En conclusion, ainsi, après avoir aboli la peine capitale, le droit pénal doit éviter d'installer des morts civiles. L'enjeu est désormais d'assurer que les peines les plus sévères respectent la dignité humaine. Victor Hugo écrivait « La peine de mort est le signe spécial, éternel de la barbarie.
Aujourd'hui encore, ce combat contre la barbarie reste d'actualité. Même là où elle a disparu, la justice pénale est appelée à respecter pleinement la dignité humaine. Les peines incompressibles et les conditions de détention indignes posent de nouveaux défis. Elles appellent à repenser en profondeur le sens et les limites de la sanction. Nul doute que Robert Badinter, qui a œuvré en son temps pour que les conditions de détention soient dignes, qui a supprimé les quartiers de haute sécurité, se serait lui aussi associé à ces combats. L'abolition ne marque donc pas une fin, mais un point de départ vers une justice plus humaine. Et j'en terminerai là avec mes propos. Merci, Madame Mamou, pour cette brillante intervention qui touche le cœur des politiques pénales contemporaines et notamment les mutations contemporaines des peines un peu partout dans le monde. Et ce qu'on a constaté, c'est ça qui fera l'objet du grand débat, c'est que, comme vous l'avez dit, les nouveaux défis qui s'imposent également aux pays abolitionnistes, parce que les pays qui pratique encore la peine de mort, il est souvent difficile de les convaincre, notamment la Chine, et que la peine de mort n'est pas un indice de recul de la criminalité. Les pays où la peine de mort est appliquée, ce sont ces pays où il y a le plus fort taux de criminalité au monde, notamment la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Pakistan, tous les jours on exécute. Et contradictoirement, lorsqu'on prend les pays scandinaves, Norvège, Danemark, Suède, les peines les plus fortes sont quasiment 21 ans et sont des pays dans lesquels la criminalité a beaucoup diminué. Et la substitution que les pays abolitionnistes comme la France ont trouvé, parce que pour moi, le débat n'est pas clos, la peine de mort et la perpétuité, c'est la même finalité. La peine de mort, c'est exécuter le délinquant par la souffrance, alors que la perpétuité, c'est l'exécuter sans la souffrance. La finalité demeure la même. Ce qui signifie concrètement, ce qui signifie concrètement que l'œuvre de Badinter doit également se poursuivre pour que la perpétuité disparaisse de l'arsenal pénal de nos États. Et que même dans les codes de procédure pénale, au Bénin, par exemple, lorsque vous êtes condamné à la perpétuité après 30 ans, vous pouvez demander la libération conditionnelle. La France a renforcé son système avec l'incomprescriptibilité de la perpétuité, ce qui aggrave encore davantage cette question. Et je crois qu'il faut peut-être qu'on aille expérimenter ce que les pays scandinaves font pour qu'on puisse trouver des substitutions et améliorer la qualité, parce que vous allez voir que lorsqu'il y a des recours sur la détention, les pays scandinaves s'en sortent, contrairement aux pays occidentaux de la France, l'Italie, consort. Je crois que ce serait là qu'il faut qu'on ait une veille permanente pour l'abolition complète de la peine de mort. Je vais laisser alors, nous avons des orateurs, le bâtonnier de réputation planétaire, le professeur Lopier également là, qui est un grand ancien de qualité, le bâtonnier également qui était également le professeur Kébi, Salamé, le puissant président de la Cour suprême du Bénin également qui est là et qui peut également revenir parce que c'est des questions qui sont très intéressantes et parce que il peut arriver, hein, moi je le dis toujours, il peut arriver une mutation de cette politique contemporaine dans l'arsenal pénal béninois et que certains disent qu'il faut qu'on revienne mais exécuter sans exécuter la personne. La dernière personne exécutée au Bénin, c'est en 1987, c'est M. Lassisi à travers un braquage en 1987. Et depuis 1987, le Bénin n'a plus exécuté. Nous avons eu 17 prisonniers qui attendaient dans les couloirs de la mort jusqu'à l'adoption du code pénal, mais cette peine a été commuée en perpétuité. Donc il reste alors à revoir les conditions de détention pour que nous ayons des peines beaucoup plus humaines. Il ne sert à rien d'abolir sans revoir les conditions de détention de ces personnes qui étaient dans ces conditions difficiles. Merci beaucoup. La parole est libre. Merci. Le bâtonnier Robert, j'enregistre les noms. Oui, l'honorable Gomina, c'est ça, Gomina. Oui, j'enregistre les noms d'abord. Oui, d'accord. D'accord. OK. Aboudjan, Prince, ouais. Le président de la Cour suprême. 4 intervenants dans l'ordre. Nous avons le bâtonnier Robert Dossou, l'honorable Gomina, M. Prince Agbodian et puis le président de la Cour suprême. Donc, je laisse la parole au bâtonnier Robert Dossou. Maximum 5 minutes maximum. Merci, tout le monde dit bâtonnier, mais je suis aussi doyen. Honoraire seulement. Doyen honoraire, titulaire et tutélaire. Non, vraiment,
Madame, merci. non, c'est l'État qui est ton employeur, hein, c'est pas moi. Madame, je vous félicite pour votre exposé qui m'a rempli de joie et qui va, sur certains points que j'ai soulevés ce matin, et ça se complète. Alors, je prends la parole maintenant pour juste donner une bibliographie que je n'ai pas pu donner ce matin et qui déclenche la réflexion en prolongation de la pensée de Badinter. C'est des ouvrages de sociologie de droit pénal, sociologie pénale, sociologie, comment on dit ça? Sociologie de droit pénal. Et il y a d'abord ces deux enseignants, deux professeurs, l'un enseigne à Rennes, l'autre dans une banlieue, à Cergy. Philippe Milburn, Milburn, Milburn. Lui, il est professeur à Rennes. Le titre, c'est Sociologie de la justice pénale, paru chez Armand Collin en 2024. Et le deuxième, qui est extraordinaire, qui secoue vraiment le cocotier. Parce que j'ai été entraîné par ma découverte, je crois que vous êtes pénaliste, ça me plaît. Parce que la sociologie pénale est complètement négligée au Bénin. Les juges pénaux au Bénin sont des mécaniques. Mécaniques. Pas d'humanisme. Du tout. Oui, je le dis. Et je peux le démontrer. Si nous faisons parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, les gens ne le savent pas. On découvre dans mes propos certaines choses, mais on ne sait pas. La sociologie pénale n'existe pas du tout au Bénin. Et c'est grave. Alors, il y a Geoffroy de Lagasnerie. Geoffroy, G-E-F-R-O-Y, de Lagasnerie. Comme ça s'écrit L-A-G-A-S-N-E-R-I-E. Lui n'est pas sociologue en réalité. Il est professeur à Cergy, dans la région de Cergy-Pontoise. Alors, vous le connaissez, mais c'est très bien. Il a publié récemment un ouvrage qu'il faut lire si vous vous intéressez au droit pénal et à sa sociologie, par-delà le principe de répression. Par-delà le principe de répression. Paru chez Flammarion en 2025, ça vient de paraître. Et votre serviteur l'a lu, a parcouru, parce que ça tombe dans mes préoccupations, parce que je suis malheureux au Bénin. Cette mécanisation de la justice pénale est effroyable. Effroyable. Nous n'en dirons pas plus pour l'instant. Un jour viendra, je dirai plus. Maintenant, il y a un dernier ouvrage qui, lui, n'est pas de sociologie politique, mais qui retrace notre histoire à nous, dans le droit pénal, dans l'instrumentation du droit pénal sur le continent africain. Ça a été écrit par un magistrat sénégalais il y a une bonne quinzaine d'années. C'est Ousmane Camara. Le titre de l'ouvrage, c'est Mémoire d'un juge africain. Itinéraire d'un homme libre. Mémoire d'un juge africain. Itinéraire d'un homme libre, paru chez Cartala en 2010. Nous ne lisons plus. Il faut lire, réfléchir. Et pour terminer, c'est la dernière fois que je prends la parole cet après-midi. Et je renouvelle mes remerciements à la Cour suprême, au président Adossou et toute son équipe et ses collaborateurs. Parce que ce qui me donne la force, c'est ça, ce débat-là libre. Personne ne nous a contraints à taire ce que nous avons tué et à dire ce que nous avons dit. C'est ça qui me donne la force de vivre. Donc, si vous voulez que je garde ma jeunesse, organisez toujours ces heures de colloque. Merci. Merci beaucoup. Donc, la parole à l'honorable communal. Merci, monsieur le rapporteur. Merci à la communicatrice. Je pense que sa communication est claire et nette. Et personne ne souhaiterait un retour en arrière par rapport à cette question. Mais cela dit, monsieur le président de la Cour suprême,
C'est à souhaiter que les fois prochaines, vous associez nos frères en âme à ces genres de discussions, notamment ceux qui sont confrontés à la violence aveugle dans nos frontières au nord du pays, pour voir ce qu'ils pensent de ces questions-là. Parce que nous courons un risque grand que on assiste de plus en plus à des exécutions extrajudiciaires. Parce que quand on est face à la barbarie, quand on voit les images des personnes qui nous veulent du mal, qui s'en prennent à nos soldats, aller leur parler de l'abolition de la peine de mort ou l'interdiction de la torture, je ne suis pas sûr que nous puissions partager le même discours avec eux. Je vous remercie. Une question qui relève de ce que j'ai appelé la procédure atypique de l'abolition de la peine de mort au Bénin. Le Bénin fait partie des pays qui ont fait une procédure particulière, recensée, je dirais, en 3 phases. D'abord, le Bénin, en 2012, est allé ratifier le 2e protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils politiques, directement. Et de ce point de vue, au niveau des engagements internationaux, le Bénin a déjà donné sa position. La 2e phase a été l'audace de la Cour constitutionnelle. Nous sommes en 2012, où le président de la République lui a demandé de faire le contrôle de constitutionnalité sur la loi portant code de procédure pénale. Et la Cour, dans sa décision DCC 1253 du 4 août 2012, a dit et jugé que toutes les dispositions qui sont dans le code de procédure et qui ne sont pas conséquentes dans tous les textes, y compris le code pénal, et qui confortent la peine de mort, sont déclarées contraires du fait de l'article 147 de notre Constitution qui impose les engagements au niveau international. Et 3e démarche du Bénin, ça a été la révision du 7 novembre 2019 où les constituants, en tout cas les députés, ont inséré la notion. À voir cette démarche, il y a eu un goût que je trouve d'inachevé. D'inachevé parce que le Bénin n'a vraiment pas fait le débat sur la peine de mort. Contrairement à ce qu'on a vu dans la déclaration de Badinter, de tous les pays, il y a eu un débat de fond sur la question. Nous, droits de l'homme, ça nous plaît de ne même pas faire le débat. Puisque si le débat se fait, nous aurons des discours comme l'honorable. Vous avez compris. Mais le problème se pose de se demander si cette formule que le Bénin a adoptée était meilleure. Et c'est toute la question, c'est toute ma problématique par rapport au conférencier. Est-ce que notre démarche telle que nous l'avons fait, en cherchant à fuir un peu le débat, est nécessaire et bien? Merci. Merci, monsieur le professeur. Merci, madame Maude Fouquet. Je tiens sincèrement à vous remercier. À remercier votre couple pour la maîtrise de la question qui est en discussion. J'ai vraiment aimé l'exposé de madame Fouquet. J'ai vraiment aimé également tout le commentaire que vous avez fait. Vous avez une parfaite
maîtrise de la question et je m'en voudrais de ne pas le souligner. Alors ce matin, dans mon mot à l'ouverture, j'avais pris l'engagement de dire un peu et pourquoi personnellement j'ai pensé que Robert Badinter n'a pas voulu venir au Bénin. Ou n'était pas encore prêt pour venir au Bénin. Lorsqu'en 2009, comme je le disais ce matin, j'ai accompagné le président Saliou Aboudou, paix à son âme, à son domicile. Le président Aboudou avait l'ambition de le faire venir à Cotonou et à Porto-Novo tenir des conférences sur l'abolition de la peine de mort, sur le triptyque justice, état de droit et démocratie. Et il a été très sensible à la démarche du président Saliou Aboudou. Mais lorsque les deux personnalités sont entrées dans le pourquoi de son déplacement, alors qu'est-ce que j'ai constaté? Robert Badinter avait une parfaite maîtrise, une parfaite connaissance de la situation carcérale au Bénin. Et c'est ça qui m'a impressionné. Lorsque le président Aboudou, en bon diplomate, a essayé de lui expliquer que depuis 1997 plutôt, non, 1987, il n'y avait plus de condamnation, d'exécution de condamnés à mort au Bénin. Badinter a été aussitôt le premier à donner le nom du dernier exécuté. Ça m'a impressionné. Lorsque le président Aboudou lui a dit la peine de mort n'est pas encore abolie au Bénin, mais que l'Assemblée nationale avait déjà sur sa table le projet de loi. Il dit, mais ça date de longtemps quand même. Ce projet a été déposé depuis telle année. Mais au-delà de l'abolition de la peine de mort, la situation carcérale au Bénin, il a donné, à ce jour de 2009, où on était avec lui, le nombre de détenus préventifs à la prison civile de Cotonou. Après Cotonou, il est venu ici à Porto-Novo. Il a parlé de la situation carcérale à la prison civile de Porto-Novo. À un moment donné, j'avais pris peur, puisque j'ai été procureur de la République à Abomey, je craignais qu'il ne tombe sur moi à Abomey. C'est pour vous dire que c'était plus qu'une obsession. Le respect de la dignité du criminel, le respect de la dignité humaine. C'était plus une question de défense du droit des personnes en rupture de ban avec la loi. C'était une question tout simplement de vie pour Badinter. Et c'est ça qui m'a véritablement impressionné. Et d'ajouter, dans quelques heures, en Floride, il y aura une exécution. Donc, il avait une connaissance planétaire de la situation de la peine de mort et de la population carcérale partout dans le monde. J'ai trouvé que cet homme était exceptionnel.
le respect des droits humains était pour lui une passion. Et nous sommes sortis de sa résidence en se disant, le président Aboudou et moi, qu'on ne s'était pas bien préparé pour aller le rencontrer. Il en savait mieux que nous sur la situation du Bénin. Je tenais à faire ce témoignage parce que cet homme mérite, au-delà de ce colloque que nous organisons au Bénin, cet homme mérite d'être salué par l'humanité tout entière. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ce témoignage éloquent, élogieux et émouvant. Merci beaucoup. Et nous allons répondre à quelques préoccupations, mais je vais peut-être, avec l'autorisation de Madame Mo et du président de la Cour suprême, me permettre de revenir sur une préoccupation de Monsieur Abodjan, à la question de savoir qu'il n'y a pas eu un véritable débat sur l'abolition de la peine de mort. Et en revenant sur les 3 temps, 2012 encore, et puis 2019. Mais il y a un 4e temps qui a été omis, notamment 2018, à 2 reprises, hein, juin et puis 8 décembre 2018, notamment la loi 2018-16. Et sans oublier que le code pénal en vigueur au Bénin, parce que j'ai eu le privilège d'avoir frotté ma cervelle avec les tests et d'être dans l'intimité de certains tests. Et sans oublier que le code pénal qui était en vigueur au Bénin avant la réforme, c'est le code pénal bénin, dont les articles 302, 304, alinéas 1 et 2 étaient le siège de la peine de mort. 302, code pénal ancien, 304, alinéas 1 et 3, puisque le dernier là, c'était par rapport à la réclusion criminelle perpétuée pour ce qui concerne l'homicide, notamment l'article 295 de l'ancien code pénal. Le débat a été fait à l'Assemblée nationale le 31 mai 2006 sur le maintien ou non de la peine de mort. Un projet de code pénal avait été introduit à l'Assemblée nationale en 1999. Et dans ce projet de code pénal, la peine de mort figure dans la nomenclature pénale. Le débat ayant été fait à l'Assemblée nationale, à savoir s'il fallait ou non maintenir la peine de mort dans l'arsenal, voici ce que disait le garde des Sceaux de l'époque, Abraham Sinzohwe. Je vous lis. 31 mai 2006. Abraham Sinzohwe. La peine de mort doit être maintenue dans le code pénal, mais pour la forme, afin d'influencer les criminels, sinon notre justice n'aurait plus de teneur. Voici ce qu'il disait Abraham Sinzohwe, garde des Sceaux, devant le Parlement lorsqu'il fallait ou non maintenir la peine de mort, et l'option était de maintenir la peine de mort pour dissuader. Mais il se fait qu'il y a eu des avancées avec la ratification du protocole facultatif, et c'est là où le débat n'a pas été fait. Et moi, je présume, sans avoir la prétention d'être dans les coulisses de l'intimité de la rédaction des tests, je suis aussi comptable de ces tests parce que j'ai beaucoup écrit dans ce code pénal. Les 2 tiers quasiment des dispositions. Donc, pour vous dire, le débat n'a pas encore été fait par rapport à la ratification, parce que pour la ratification, il fallait en réalité, comme on l'a fait au niveau de la Constitution, aller dans les casernes, aller dans les villages, les chefs d'arrondissement, pour leur expliquer le mécanisme. Exactement, ce débat n'a pas été fait. Et peut-être c'est ce qui expliquait et qui continue pas à expliquer encore la résurgence de la vindicte populaire dans certains États, parce que lorsqu'on pense que, puisqu'en Afrique, l'opinion publique préfère que les délinquants soient éliminés face à la recrudescence de la criminalité, qui n'a pas lieu d'accorder, qu'on appelle, de libérer les détenus qui sont condamnés. Le débat n'ayant pas été fait parce que la commission a estimé que le débat a été fait en 2006, ce n'était plus nécessaire de revenir sur un débat et l'option était d'aller vers l'abolition, et c'est ainsi que la peine de mort est sortie de l'article 34 de la loi 2018-16 du 28 décembre 2018. Donc, je suis d'accord avec vous que par rapport à la ratification, aucun débat n'a été fait. Mais par rapport au maintien, le débat a été fait en 2006 et le garde des Sceaux avait demandé qu'on maintienne sans exécuter, qui est aujourd'hui la position médiane où dans la plupart des États, la peine de mort est maintenue, mais l'exécution n'est pas effective. Et c'est ce qui fait qu'il y a une 3e tendance entre les partisans et les opposants de la peine de mort. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que par rapport à l'abolition, le débat n'a pas encore été fait. Et peut-être
C'est en cela qu'on parle de la sociologie pénale. Il faut aussi de l'histoire. Il faut essayer de regarder également dans nos sémantiques en Afrique comment est-ce que la peine de mort était conçue dans l'arsenal pénal, dans la sémantique africaine du droit. Le débat également en Afrique n'existe pas. Est-ce qu'en Afrique, dans nos nomenclatures pénales, est-ce qu'il y a la peine de mort? Moi, j'ai fait des travaux dans la matière, notamment de la sociologie pénale, où j'ai estimé que la peine de mort, pour la plupart, n'existait pas. Et il y avait souvent, lorsque vous commettez un crime, ce qu'on a souvent pensé que pour condamner, il faut un code pénal ou un code de procédure pénale. Or, en Afrique, avec l'Ordali, il n'y avait pas de code de procédure pénale, mais il y avait des mécanismes qui permettaient de juger les délinquants. Et lorsque le délinquant commettait les crimes les plus graves, il sortait de la communauté pour aller rester ailleurs. La peine de mort. Oui, l'Ordali, exactement. Donc, l'intéressé sortait. Exactement. Donc, c'est ce que je voulais compléter par rapport à ça. Et je vous remercie pour votre question. Merci. Il y a encore des recherches. Il y a des choses à fouiller. La relégation dans le droit pénal précolonial, avant que la colonisation ne vienne. Vous tuez quelqu'un, vous commettez les crimes les plus graves, il y a un conseil qui se réunit et on vous bannit du village. Vous êtes banni. On vous convoque, on vous donne le verdict. On vous donne le oui, mais ça c'est important, on n'a pas l'occasion de parler souvent. Je crois qu'on va inviter, on va organiser, l'université de Parakou va organiser un colloque. Je suis partie prenante parce que je suis criminologue et les gens ne le savent pas. D'accord. Merci beaucoup. On a une communication en retard dans 3 minutes. Oui, d'accord. Et là, je crois que nous allons organiser un on vous bannit et vous acceptez, vous partez. Merci beaucoup. Vous partez, vous allez dans une autre communauté loin de vous. Je vais charger. Vous voyez le chef. Et le chef vous accueille, vous donne un terrain, on ne vous demande pas pourquoi vous avez quitté votre village. Merci beaucoup. Ça, donc, je crois c'est une tradition qu'il faut connaître. Les gens ne connaissent pas. Je suis d'accord avec vous. Et nous allons organiser Parakou, la fac de droit Parakou. Je suis avec vous. Vous allez organiser un colloque international. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis, pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup. Merci.